La dernière fois, on a abordé Marseille coloniale entre le XVIIe et XXe siècle. Voilà, ce soir, on arrive au XXe siècle. Bienvenue à l'Osta et merci d'être nombreux et nombreuses. Le personnage de Claude Maquet, qui est comme un complexe qu'on ne peut pas limiter à Banjo, qui est certes le livre qu'il a écrit ici à Marseille, mais je commencerai par montrer d'abord la complexité de la personne, et puis c'est un homme de voyage, c'est un écrivain de voyage, c'est un poète de l'instant, comme c'est dit. On ne peut pas parler de Maquet sans d'abord parler de son itinéraire. Il est né à Clarendon, dans une petite ville de Jamaïque, de père plutôt petite bourgeoisie de campagne. Et son père était d'origine ashanti et sa mère plutôt d'origine malgache. Il quitte la Jamaïque pour partir aux États-Unis pour faire des études. En fait, il devait faire des études d'agriculture, parce que son père était agriculteur. Avant de partir en 1912, il sort un premier recueil de poèmes qui s'appelle donc Songs of Jamaica, qui est devenu en fait le premier à avoir écrit la poésie dans le patois du Jamaïque. Aux États-Unis, il arrive à New York. Il découvre aux États-Unis, donc je passe rapidement pour les retrouver à New York, où il retrouve le mouvement qui a commencé ces années-là, dans les années 20, donc la Renaissance de Harlem. Il y a des personnages comme Dubois, ou Du Bois pour les anglophones, qui est un des pères fondateurs de ce qu'on va appeler finalement le panafricanisme. Maquet, c'était un voyageur, et là, par exemple, on les retrouve à New York, ensuite il part en Europe, d'abord en Angleterre, où il travaille comme journaliste, et la personne que vous voyez, c'est Emmeline Pankhurst, première féministe anglaise, et elle travaille pour son journal qui était le journal de gauche. Ensuite, on les retrouve en Russie où il passe 6 mois et il part pour participer à l'international socialiste pour représenter la communauté noire. Mais en fait, la délégation américaine qui devait se retrouver en Russie ne voulait pas de Claude Maquet. Mais Maquet, il a trouvé des moyens avec Emmeline Pankhurst et il se retrouve avec une invitation de Trotsky. Donc il se retrouve en Russie, il voyage pendant 6 mois. Et un triomphe, c'est quelqu'un qui est accueilli par toute l'intelligentsia russe. Il y a des journaux qui publient ses poèmes, et notamment le fameux poème « Si demain, If We Must Die », c'est ça, qui est un poème qu'il a écrit dans les années 20, quand il est encore aux États-Unis. Poème qui a été d'ailleurs répété par Churchill. Il ne savait même pas que c'était Maquet qui l'avait écrit, pour convaincre les États-Unis pour faire la guerre. Maquet, il quitte la Russie après 6 mois de voyage. Il revient en Europe, disons en France, mais en passant par l'Allemagne. Et là, on le voit, par exemple, sur le quai de la Seine. Mais c'est un voyageur, et, comme je disais, qu'on le trouve, par exemple, là, au Maroc, à Tanger.
Et sur le quai de la Seine, en tout cas, il y a l'ébullition des intellectuels noirs, aussi bien américains et africains. Et il évolue dans ces milieux-là, jusqu'à ce qu'il quitte Paris pour des raisons plutôt de santé. Vous connaissez certainement Gertrude Stein. C'est une riche juive américaine qui fut mécène de Matisse, de Picasso et de Mackay aussi. Donc, Mackay est malade, il se retrouve à Paris sans argent et Gertrude Stein donne un peu d'argent pour qu'il vienne se reposer à Marseille au soleil. Donc, d'abord, il se retrouve à La Ciotat. Et toujours à Paris, il rencontre un jeune, qui sera le jeune que vous voyez là, c'est Aimé Césaire. Mackay arrive dans un environnement où il y avait déjà, en 1906, la première exposition coloniale, ensuite en 1922, après la Seconde Guerre mondiale. Donc on retrouve déjà beaucoup de soldats américains, mais aussi ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, mais qui venaient un peu de partout de l'Afrique. Et il y a cette communauté noire qui est installée, d'autres abandonnés parce qu'après la guerre, donc il y a certains qui se retrouvent dans la fosse, ces quartiers qui étaient voués à être détruits. Pendant l'exposition coloniale, donc on retrouve ces images que tous les Marseillais ont vues, hein, c'est-à-dire que les Africains, on voit des gens qui ont été ramenés du désert pour recréer l'ambiance du désert. En fait, c'est une grosse opération marketing qui fait que les gens viennent découvrir l'Afrique et en même temps, c'est que dans l'arrière-plan, il y a quand même cette idée de dire que finalement, les maires de l'époque qui disaient que finalement, si Marseille, si la France de l'intérieur nous ignore, nous les Marseillais, eh bien nous on va regarder la France plutôt la France impériale. Tout Marseille découvre le monde. Il y a des histoires aussi qui se créent entre ces tirailleurs et les Françaises blanches. Et dans ces quartiers de la fosse, on retrouve aussi pas mal d'Italiens, des Africains. Là, cette photo illustre bien ces mélanges de gens qui s'est retrouvés dans la fosse. Donc, on voit les images de l'environnement où Mackay évolue. Cette photo, c'est une des rares photos réalisées par Claude Mackay à Marseille. C'est un groupe de jazz. Les quartiers où dresse le décor de son livre, c'est ces quartiers où on voit les marins, où tous les marins du monde rêvent de passer et puis pour s'encanailler, ils allaient dans la fosse. On voit Mackay à la place de l'Estac. Il développe aussi une toponymie de Marseille très précise de cette époque-là. Je pense même que si on veut découvrir Marseille qui n'existe plus aujourd'hui, c'est des banjos on peut retrouver ces quartiers qui a été détruit. Alors, maintenant, pourquoi banjo? L'instrument, c'est un instrument très important, l'instrument en soi est très lié à l'histoire des Noirs aux États-Unis. C'est-à-dire que l'instrument banjo, représente l'esclavage, représente le Sud. Et Mackay disait même que le banjo, c'est Dixieland, c'est le Sud des États-Unis. D'avoir choisi le mot pour le titre du livre banjo, ça renvoie complètement à cet instrument qui est lié à l'esclavage. Et surtout, c'est le premier instrument qui est introduit dans le jazz. Il a disparu après parce que cet instrument-là représentait un petit peu trop. C'était le symbole de l'esclavage. Mais Mackay, il essaie de récupérer pour montrer que finalement cet instrument-là est la base aussi de la culture noire. La musique, en dehors des Noirs, des Appalaches qui utilisaient cet instrument avec les ministrels, donc il s'agissait de cette manière de singer, entre guillemets, les Noirs, faire de la musique mais sans les Noirs. Donc on voit là l'image, c'était le seul qui jouait le banjo. Mais quand il jouait le banjo, il devait se peindre en noir pour qu'il puisse jouer, parce que dans les salles, on n'autorisait pas les Noirs d'aller jouer dans des clubs. Donc, Mackay à Marseille, il rencontre beaucoup de personnes, dont certains vous connaissez, comme Isadora Duncan. Quand il venait dans la fosse, c'est Mackay, la première fois qu'il fait visiter la fosse. Et puis, il y a aussi Paul Robeson, grande star à l'époque, qui quitte les États-Unis, s'installe d'abord en Angleterre,
et qui était aussi un communiste. Et Paul Hodgson, il venait à Marseille pour visiter Claude Maquet, des gens comme ça qui ont entouré Claude Maquet. Donc, quand il décide d'écrire des livres, en fait, c'est par l'intermédiaire d'un Sénégalais qui a fait fortune aux États-Unis, communiste sur le bord, et qui ouvre les premiers bars noirs sur le quai du port. Tous les Noirs du Vieux-Port viennent s'amuser. Et c'est cette personne qui était aussi communiste qui dit à Maquet, en fait, il y a quelqu'un à Paris qui a tué les Noirs, et ici, nous n'avons pas... Il faisait référence à Batouala, les premiers livres relatant vraiment l'histoire des Noirs. Et René Maran reçoit les prix Goncourt. Et la photo que vous voyez là, c'est Lamine Senghor, qui était aussi ami de Claude Maquet. Lamine Senghor, c'est un communiste sénégalais. Il n'a rien à voir, il n'a aucune parenté avec Senghor, le poète, à part du fait qu'ils sont nés dans la même ville. Il est aussi sérère comme Senghor, mais ils n'ont pas de lien de parenté. Et Lamine Senghor, qui était aussi dans ces années 20, qui crée le premier mouvement. Là, on est à Bruxelles, et c'est l'internationalisme prolétarien. Lamine Senghor, il est très très surveillé en France, et il se retrouve à Marseille, où il rencontre Maquet. Donc, les livres Banjo, il est écrit grâce à ces riches Sénégalais qui soutiennent Maquet, disant il faut écrire quelque chose sur nous. Et Maquet s'est mis à écrire, et en 1929, donc, les livres est publié. La première traduction, c'est par Varien Couturier, que vous voyez, qui était communiste et puis député. Maquet, pour résumer, c'est quelqu'un d'une ouverture, c'est quelqu'un des relations multiples. Et pour comprendre un peu Banjo, il faut peut-être commencer par lire Un sacré bout de chemin, qui est son autobiographie. Alors au départ, Marseille, le Vieux-Port, est un port de marine à voile, un grand port de marine à voile, mais qui est sur le déclin avec les navires modernes, à vapeur, entre autres, de fort tonnage. Et on construit la Joliette un peu plus loin pour les accueillir. Mais le Vieux-Port reste l'endroit du peuple, l'endroit très populaire. Pourquoi? Parce que ce qui a fait sa spécificité, ce qui fait qu'il est devenu la fosse, c'est pendant la guerre de 14, quand tout ce qui était tirailleurs sénégalais et soldats des colonies montaient vers les fronts de l'Est, s'arrêtaient à Marseille. Et donc on drainait sur leur passage des dizaines de milliers de femmes qui étaient vouées à la prostitution et qui sont installées sur le Vieux-Port. Là, à l'époque, c'était surtout la marine à voile, donc là où les marins débarquaient. De là est né le quartier réservé, puisqu'on l'a ceinturé. Pour pouvoir exercer, il fallait une autorisation, il fallait des papiers un peu spéciaux. Et comme ça, cette population-là, et de prostituées et d'étrangers, restait dans ce quartier. Quartier important dès le départ de l'histoire, puisque c'est là que sont arrivés et les Grecs, les Romains et tous les peuples qui ont fait Marseille jusqu'à maintenant. Le souci commence dans les années 20, parce que Marseille nourrit depuis longtemps un complexe vis-à-vis de Paris, entre autres, et un complexe né du fait aussi que Marseille a toujours été mal vue par la France. Mal vue parce que Marseille a longtemps été indépendante. Dans le haut Moyen-Âge, en l'an 1000, c'était une république indépendante, autonome, puis après rattachée au comté de Provence, puis une des dernières provinces rattachées au royaume de France en 1535 à peu près, sous François Ier, où le comte de Provence, le bon roi René, la lègue au roi. Mais Marseille garde quand même une indépendance
une indépendance et des prérogatives et des privilèges commerciaux, privilèges que Napoléon retirera à son arrivée au pouvoir et qui nourrira la haine des Marseillais vis-à-vis de Napoléon. Donc ce vieux port, cette fosse, qui fait la richesse tant culturelle qu'économique de Marseille, fait tâche dans ce complexe de Marseille vis-à-vis, entre autres, de Paris. Elle fait tâche, et il est bon de noter aussi que le sud, par rapport au nord, a toujours posé un peu problème. Le nord regardant toujours les méridionaux comme étant un peu particuliers, parlant haut, parlant fort, n'ayant pas trop de complexes. Et pendant la guerre de 14-18, justement, les fusillés pour l'exemple du 15e bataillon, fait que de méridionaux, qu'on appelait les méridios, et qui étaient considérés par l'état-major français au même niveau que les Sénégalais, tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire tout en bas de l'échelle, de la pure chair à canon. Et en leur mémoire, je vais citer quand même les fusillés pour l'exemple, les premiers fusillés pour l'exemple, qui sont après une attaque ratée sur le front de Lorraine, totalement ratée parce que pas préparée du tout par l'état-major. Les méridionaux qui étaient envoyés ont été forcés de battre en retraite. Ça a été très mal pris, et une bonne partie d'entre eux ont été fusillés, et ils viennent tout juste d'être réhabilités. Donc Marseille traîne ça, et pour ces élites, c'est un problème majeur, parce que Marseille est le premier port colonial de France, depuis la guerre de 14 et un peu avant, surtout depuis la chute des possessions en Atlantique, d'Haïti et tout ça. La France s'est retournée vers son empire colonial en Afrique. Donc Marseille est le premier port, mais elle n'a pas la résonance des Parisiens. Ça reste toujours quelque chose, une ville un peu à part. Et pour les élites, c'est pas supportable. Marseille offrait cependant un charme barbare et international qui incarnait de façon étonnante le grand flux de la vie moderne. Peu étendue, avec une population manifestement trop nombreuse, porte de service de l'Europe, chargeant et déchargeant son commerce avec l'Orient et l'Afrique, port préféré des matelots embordés sans permission, infesté de toute la racaille des pays méditerranéens, grouillante de guides, de putes, de maquereaux, repoussante et attirante dans son abjection aux longs crocs sous ses dehors pittoresques, cette ville semblait proclamer au monde entier que la chose la plus merveilleuse de la vie moderne était le bordel. Et ça, c'est quelque chose que les élites ne supportent pas. Et au moment des années 20, elles auront à cœur de raser ce quartier. D'abord, ça commence timidement, on prend prétexte de l'urbanisme, des nouvelles modes urbanistiques qui viennent des États-Unis, des villes nouvelles, centrées sur la production, avec chaque quartier sa spécificité. Chose qui marche aux États-Unis puisque ce sont des villes nouvelles, mais difficilement implantables telles quelles en France, comme une ville particulièrement sur Marseille, des vieilles villes de longue tradition. Mais ça, c'est pas un problème pour les élites. On commence à penser, il y a un premier plan qui sort, qui est un Parisien, qui sort un plan, le plan Baudouin, qui consiste à tailler dans le Vieux-Port, à faire des grandes avenues pour pouvoir acheminer les marchandises de la Joliette au centre-ville. Et on pense déjà à l'automobile qui va prendre de la place et donc faire des rues larges pour faire passer la circulation. Le problème, c'est que ce quartier est densément peuplé, plein de pauvres, et on ne peut pas du premier coup les évacuer comme ça. Donc il y a une politique qui commence à se mettre en place de laisser le quartier à l'insalubrité. Donc peu à peu, les pauvres s'exilent vers le centre-ville, mais il reste quand même une forte densité. Alors, et là, un deuxième arrive, c'est le plan Gerbert, juste avant la guerre, qui propose une CENI un peu plus ouverte du Vieux-Port. Et d'exproprier carrément tous les habitants pour aller plus vite et bâtir quelque chose de plus moderne. Parce que Marseille doit devenir le symbole du renouveau, du modernisme à la française. Et ça, les intellectuels comme Jean Ballard, comme l'architecte Gaston Castel, y tiennent beaucoup. C'est un architecte qui avait en charge justement la nouvelle ville de Marseille, et il avait des idées très arrêtées à l'opposé de celles de Bonjo. Il a créé à Marseille l'Opéra, la prison des Baumettes, et surtout, le plus emblématique de tout, l'annexe du palais de justice, qui est maintenant le tribunal d'instance. Et si vous arpentez la rue Grignan, vous verrez un peu sa signature et le fond de sa pensée. Vous remarquerez qu'à peu près 2,50 m du sol, sur le mur est apposée une longue frise de croix gammée d'1 mètre sur 1 mètre, qu'on ne voit pas tout de suite parce que le mur est gris de poussière. Mais c'est sûrement pour ça qu'on le rénove pas. Mais ce personnage, Gaston Castel, donc, est un fasciste convaincu, ça se voit à l'architecture, mais surtout à ces croix gammées qui sautent aux yeux quand on les regarde. Donc il y a une volonté de cette bourgeoisie de récupérer le centre-ville, où jadis habitait la noblesse et l'aristocratie,
de le récupérer à son compte et de mettre le plus loin possible les pauvres, et ça tombe bien puisqu'on a créé des lignes de tramway, entre autres à cet effet. Des lignes de tramway, il y en a plus de 40 à l'époque, dans les années 40, et qui ont un but, donc faire circuler la population, mais surtout de mettre en concurrence le travail. Parce que jusqu'à présent, Marseille, les ouvriers travaillaient et vivaient surtout juste à côté de l'usine ou de l'entreprise qui les embauchait. Ça marchait comme ça depuis très longtemps. Grâce avec le tramway et l'afflux permanent d'étrangers, qui, faute de place en centre-ville, se retrouvent à l'extérieur, on va pouvoir mettre en concurrence le travail et encore baisser les prix. Et ce qui va pousser les gens à aller encore plus loin du centre-ville. Mais ce n'est pas encore suffisant. Ça, je vais citer un passage de Claude Maquet. Le chauffeur annonça à Arrêt sans la moindre gêne qu'en dehors de son travail régulier, il avait des intérêts à Body Lane et dans une maison de passe. Body Lane, c'est l'ancienne rue Boutry où il y avait beaucoup de bordel. Il faisait flèche de tout bois pour pouvoir acheter son pavillon et son terrain afin de se ranger et mener une vie respectable. Il ne fallait pas s'y tromper. Si toute la débauche qui s'y affichait ne représentait qu'un moyen de parvenir à la respectabilité, il paraissait maintenant répugnant à Arrêt, car pour ce qui était de son gagne-pain, bien des notables distingués et opulents avaient acquis leur rang et leur puissance en faisant commerce de chair humaine. Ce qui lui rendait maintenant le chauffeur si insupportablement hideux, c'est qu'il se livrait à un trafic obscène pour sortir du monde des prolétaires, pour accéder à cette vie d'où il pourrait jeter sur la fosse le regard mesquin, méchant et cynique du citoyen respectable. Il deviendra un père de famille respectable, un bon contribuable, et le soutien du gouvernement nationaliste à poigne, qui mène une politique coloniale ferme, tandis que toi et moi resterons toujours les mêmes vagabonds noirs. Et cette fortune faite sur la fosse, elle arrive dans les années 30 au grand jour, grâce à la mafia, le milieu qu'on appelle à Marseille, qui rentre à la mairie. Et là, je fais vite fait un petit passage là-dessus, parce que ça va expliquer pourquoi ce plan de s'occuper de la fosse a mis tant de temps à arriver à terme. Parce que tout était prêt pour les plans, il y a eu le plan Baudouin, le plan Gerbert, mais il manquait le financement. Et Marseille avait un gros problème, c'est qu'à cause de ce clientélisme, de cette mafia, pour Paul Carbone, pour ceux que ça parle, ce Corse qui est arrivé aux affaires grâce à la fosse, ont apporté le clientélisme à la mairie, et la mairie, son budget était totalement grévé, il n'y avait plus de sous du tout, plus rien ni pour équiper les pompiers, ni pour équiper n'importe quel service. La mairie était fortement déficitaire. Au point que, en 1938, quand les nouvelles galeries ont pris feu sur la Canebière, là où il y a le Variété maintenant, c'est un incendie qui a failli mettre le feu à toute la rue. Il y avait Daladier, président à l'époque, qui logeait en face, dans l'hôtel juste en face. Il a dû être évacué en pleine nuit. Et là, ça a été le coup de trop. On s'est dit, Marseille, ça suffit, là, ce clientélisme, tout ça, il faut arrêter. Donc Marseille est passé sous tutelle du gouvernement. Un préfet a été nommé, a pris la place du maire. Et là, d'un coup, des sous ont été débloqués pour faire ça. Mais, problème, la guerre éclate. Dans les années 30, les violents discours racistes, xénophobes, qui ont soufflé sur la ville, un racisme de couleur et en même temps aussi un racisme de classe, où la pauvreté, on ne pouvait plus la sentir. Je vais citer l'exemple du bon maire Flessière, qui parlait, un discours qui fait un peu écho aujourd'hui, puisqu'il parlait des Arméniens, qui arrivaient, qui ne cessaient d'arriver en masse après le génocide de 17. Et voilà ce qu'il disait à ce propos. Ces émigrants dénués de tout, réfractaires à nos mœurs occidentales, rebelles à toute mesure d'hygiène, immobilisés dans leur indolence résignée, passive, ancestrale. La population marseillaise réclame du gouvernement qu'il interdise rigoureusement l'entrée dans les ports français à ces immigrants et qu'il rapatrie sans délai ces lamentables troupeaux humains, gros danger public pour le pays tout entier. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, chaque année, le maire Jean-Claude Gaudin défile en tête du défilé commémorant le génocide arménien et crie haut et fort que les Arméniens font partie intégrante de la culture de la ville. Donc on verra dans quelques années ce qu'il en sera pour les Syriens et autres réfugiés qui arrivent. Et il enchaîne sur « C'est l'occasion providentielle d'assainir la ville et les mœurs, de jeter à bas cette vieille citadelle de la punaise et de l'infamie. Ces terrains doivent être livrés aux grands capitaux qui transformeront par la sorcellerie de l'urbanisme ces terres tondus et pelés en centres de bruit, de lumière et de richesse. Faisons du vide, enlevons ces gravats et qu'enfin cesse la honte de Marseille. Nous ne voyons pour cela qu'un seul moyen, raser tout et vite et sur les ruines de ces vieilles masures, bâtir une ville nouvelle. Bingo, la France a perdu la guerre, entre dans la collaboration, et ce discours résonne parfaitement aux oreilles du général Aubert, général en chef de la Gestapo en France, de René Bousquet, chef de la police française, et là, enfin, cette
ces élites, cette bourgeoisie, dont fait partie Castel, Gerbert, Ballard aussi, l'intellectuel, ont les moyens d'arriver à leur fin, et il faudra 15 jours aux Allemands pour dynamiter le tout. Je passe sur le fait que c'est la police française qui a procédé à toutes les expulsions, à toutes les rafles, des dizaines de milliers de personnes, dont beaucoup ont fini à Auschwitz, Birkenau et d'autres. L'élite de Marseille est arrivée à ses fins, la honte de Marseille, la subure a été effacée, et on a pu construire un nouveau quartier digne de ce nom. Et si on se promène dans cette fosse qui correspond entre le quai de la mairie et la grande rue du Panier, sous l'hôtel de ville, jusqu'à l'église de la Tourette, c'est une architecture que l'on qualifie de fasciste. C'est des alignements droits, des fenêtres carrées. Ce que Mackay, à travers Ray, dit de la fosse aussi. Il y a un moment donné, il y a un de ses amis qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu peux trouver de bien dans la fosse sur quoi tu puisses écrire ?» Il lui dit « Beaucoup de choses. Je suis ici et j'ai l'intention de faire passer dans la pratique un proverbe des Blancs. Laisse descendre ton seau là où tu es. Tu pourrais remonter de la boue, lui répond-on. » Et Mackay de répondre à son tour « Bien des belles choses sortent de la boue. L'acier, l'or, les perles et toutes les pierreries qu'il faut aux dames pour être bien heureuses. » D'abord, il nous apprend la place de l'être humain noir, l'homme noir comme il l'appelle, ou le nègre, dans un monde dominé par le blanc, où, rappelons-le, à cet début du XXe siècle, la France a encore son empire, la ségrégation est de mise aux États-Unis et en Afrique du Sud. Donc le noir doit, comme le dit Mackay tout au long de son livre, doit trouver sa place. Et Mackay dresse ce qu'on appellera plus tard une philosophie de la pensée noire, qui donnera naissance elle-même après au concept de la négritude, de Senghor et Césaire. Et il dresse, grâce à Marseille, où il dit que c'est le port du monde où il y a la plus grande concentration de noirs de toutes origines qui se retrouvent là, de par à sa spécificité, justement, un peu évoquée un peu avant, et qui lui permet, lui, au travers du prisme de son expérience, d'intellectuel dit de terrain, parce qu'il a beaucoup, comme le disait Armando, voyagé, vu, il a exercé 1001 métiers, il a été serveur, docker, vagabond, il a exercé tous les métiers accessibles à des Noirs pour gagner de l'argent. À côté de ça, il écrivait. Donc ça lui a conféré un regard particulier. Et il dresse une carte des Noirs, de la diaspora noire, avec tout en bas les Sénégalais, considérés comme des sauvages, de l'Afrique même, de la brousse, comme parlent beaucoup de Noirs, jusqu'à peu à peu, tout en haut, où comme on est en France, ceux qui se considèrent comme largement au-dessus du lot, les Caribéens, des îles de Guadeloupe, de Martinique et autres, qui eux se pensent les plus blancs, les plus civilisés. Et à travers ça, on voit aussi les différences, donc on pourra aborder tout à l'heure, entre deux formes de racisme, le racisme à l'américaine, franc, posé, et le racisme à la française, très très hypocrite. Deux raisons à cela, entre autres, c'est que, comme il le dit à un moment donné, la différence de la France et des États-Unis, c'est que la France, sur son terrain, dans l'Hexagone, n'a pas à partager son territoire
avec les Noirs. Les Noirs, les Arabes, les Indiens, les Tonkinois, tout ça c'est dans l'Empire, c'est loin. Donc en France, on aime le noir surtout quand il répond à certains critères, certaines valeurs, c'est-à-dire que lui définit comme l'amuseur public. Là on a un bel exemple au travers de Joséphine Baker. Joséphine Baker, elle a fait succès quand elle est arrivée en France parce que pour les Français, elle représentait ce que les colonies pouvaient produire de mieux. C'est-à-dire une noire ceinturée de bananes qui chante à moitié nue et qui fait plein de singeries. Au music hall, ça faisait un carton et ça en France on appréciait beaucoup. Après on a moins parlé, on se souvient plus de Joséphine Baker ceinturée de bananes que son rôle de résistante ou de mère universelle avec tous les enfants qu'elle a adoptés, son combat pour la pauvreté et tout ça. Son autre particularité, et je terminerai là-dessus, c'est que c'est le premier à un peu réhabiliter l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas ni la terre des noirceurs ancestrales, ni la terre idéalisée du retour du fantasme qu'ont entretenu beaucoup. Et là où Mackay est subtil, c'est que lui, en tant qu'intellectuel, refuse de tomber dans le préjugé. Mais il refuse de s'arrêter au préjugé et à la règle. Il cherche toujours l'exception. Et c'est ce qui fait qu'après, sa pensée va au-delà d'un problème racial, mais beaucoup plus universel, un peu comme Aimé Césaire à sa suite, de digérer un problème, une solution passée douloureuse, pour ouvrir, en tant qu'être humain, sur l'ensemble de l'humanité. Il le dit à un moment, le noir n'est pas un problème, tout est un problème. La vie est un problème, le blanc est un problème, le rouge est un problème, le noir est un problème. Le fait de vivre pose problème. Donc il faut dépasser cela pour arriver à vivre ensemble. C'est contrairement aux intellectuels noirs, notamment américains, et blancs, qui font tout pour se détacher de l'Afrique et de leurs racines, et surtout que les Américains ont eu accès à une éducation que dans d'autres pays on n'avait pas, dans les colonies on n'avait pas, grâce aux protestants contre l'esclavage, et se sont retrouvés à un moment donné coincés dans leur identité. Ils ne pouvaient pas trop parler de la négritude, de ce qui faisait la négritude, par peur de choquer et de freiner la cause de l'émancipation des Noirs. En ça, je fais un petit parallèle avec la capoeira, pour ceux qui connaissent, entre Maître Bimba et Maître Pachtigne, les deux grands maîtres qui ont permis, entre autres, que la capoeira soit légalisée, en son temps au Brésil, où Maître Bimba avait pris comme option, pour ne pas choquer les Blancs à qui il voulait s'adresser, de gommer tout ce qui était une référence à l'africanité trop marquée. Plus d'atabac, plus de percussions, on garde juste le berimbau, l'instrument maître, et un pandero, pas plus, pour pas faire peur. Ça, c'est un dilemme qu'ont eu tous les intellectuels noirs. Comment défendre la cause, enfin à cette époque surtout, mais en même temps être obligé d'une part de se renier. Et pour Mackay, au contraire, l'Afrique, c'est la terre qui lui permet de se sentir un être humain comme tous les autres, d'avoir une histoire et de faire partie d'un continent qui a sa place, qui a souffert, qui a fait des choses, et de ne pas être un être déraciné en perpétuelle recherche de ses racines. Il y a Banjo et il y a Ray d'un côté, l'intellectuel et l'instinct qui se livrent pas une guerre parce qu'ils sont très complémentaires. Il va mettre ces spécificités qui ont été violemment combattues et qui étrangement font écho à tous les tabous de la morale judéo-chrétienne, c'est-à-dire la liberté des corps, l'expression libre, l'appétit, le rire et la sexualité. Tout ce qui était tabou ici était la qualité pour lui du noir primaire, primitif. Et enfin, une des qualités du noir, le jazz, cette capacité à danser. Secouez-moi ça au rythme de la puissante musique de la vie. Jouez pour la ronde primitive de la vie. Rythme brusque de la chair sombre de la vie. Flux vigoureux des courants profonds que l'on force à entrer dans des canaux sans profondeur. Jouez-moi ça. L'un des mille mouvements de la vie qui coule éternellement. Secouez-moi ça. Comme un défi lancé à l'ombre de la mort. Main traîtresse de la mort assassine. Aux aguets dans les venelles sinistres où les ombres de la vie dansent pourtant sur la musique de la vie. Là-bas la mort, ici la vie. Secouez-moi la mort et oubliez dans une grande orgie de danse son commerce, ses dessins, sa présence étrange. Tuez la mort de nos jours en dansant, tuez la mort de nos mœurs en secouant ça. Jazz de la jungle, ondulation de l'Orient, pas mesuré de la civilisation. Secouez-moi ça. Douce danse de la joie primitive, plaisir pervers, constitution des manières, variation multicolore du rythme sauvage, barbare, raffiné, rythme éternel du mystère, de la magie, de la splendeur, danse divine de la vie. Oh, shake that thing. Shake that thing, shake that thing, shake that thing.
il arrive à Marseille, il a un ami, qui est un peintre connu à l'époque, qui est d'origine bulgare, qui est Pasquine, qui lui donne une lettre de recommandation pour donner à un de ses amis corse qui a en fait un parrain de la pègre, disons, à l'époque. Moi, j'ai soupçonné que ça doit être soit Carboni, soit Spirito. Ça correspond exactement à la période où les deux, Carboni et Spirito, c'était les grands parrains de la mafia corse à Marseille. Donc Mackay, il arrive, c'est-à-dire qu'il est introduit aussi dans cette zone avec des gens qui, parce que quand il venait à Marseille, dans la fosse, c'est la fosse qu'il fréquentait, et d'autres peintres aussi, comme Matisse ou Picasso. Donc c'était un ami qui était aussi, visiblement d'après Mackay, ses parrains corses étaient aussi collectionneurs d'art. Et les collectionneurs d'art à l'époque, il n'y en avait pas énormément. Sinon, il y avait Pierre Guerre, qui était un de collectionneurs d'art africains, qui avait, d'ailleurs sa collection, on retrouve aujourd'hui à la Vieille Charité, le musée africain et océanien. Et une grande part de la collection africaine, on les doit à Pierre Guerre, qui était ami de Claude Mackay, qui est allé voir le premier concert du jazz avec lui à l'Alcazar. Deux précisions peut-être à faire, sinon on ne comprendrait pas pourquoi cette lecture marxisante de Mackay. Il faut savoir que toute personne noire, en tout cas, qui avait 20 ans dans les années 20, hein, c'est-à-dire qu'il avait eu une bonne formation marxiste. Ils ont fait des formations marxistes et Mackay n'a pas échappé à cela. Un exemple précis, c'est qu'il y a un grand débat entre Marcus Garvey et Mackay. Dans un échange de courriers, parce qu'ils sont tous les deux d'origine jamaïcaine d'ailleurs, et Garvey lance son mouvement pour le retour des Noirs en Afrique, et Mackay lui dit, mais cette démarche-là me paraît complètement incongrue, hein, parce qu'il faut se battre là où on est. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire par exemple de femmes qui souffrent aussi de discrimination de la part des hommes? Est-ce qu'on va les renvoyer dans le ventre de leur mère? C'est une phrase assez forte pour dire que finalement la lecture marxiste a beaucoup influencé tous les gens de sa génération, et c'est pas par hasard parce que le mouvement sur la révolution naissante de 1917, tout le noir, ils vont passer en Union soviétique pour s'inspirer de cette révolution qui finalement qui déborde les cadres raciaux, les cadres des classes, et ce n'est pas un hasard non plus. Quand il quittait l'Union soviétique, il passait par l'Allemagne, parce que l'Allemagne à l'époque, il ne faut pas l'oublier, c'est le seul lieu où très souvent les Noirs, américains surtout, allaient faire les formations supérieures qui leur étaient refusées aux États-Unis. Par exemple, Du Bois, William Du Bois, ou Dubois, lui, il a fait son doctorat à Berlin. Marcus Garvey, il est passé par Berlin. Il y avait une communauté noire assez importante à Berlin, et ensuite il revenait à Paris. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Deuxième constat, par rapport à Mackay, pourquoi Marseille et pas Paris? Pour lui, il choisit Marseille pour des raisons aussi politiques. Et en même temps pour casser cette image que tous les Noirs américains, quand ils rentraient chez eux, ils disaient ben, nous, on est libres en France, et lui, il casse complètement les Blancs en disant mais non, le même problème existe aussi, peut-être différemment, mais en tout cas, il y a aussi un problème de racisme, et même entre les Noirs. Ça, c'est des précisions qu'il faut faire, sinon on ne comprendrait pas son langage, qui est quand même assez cru. Il n'est pas cru seulement avec le genre de couleur, mais il est aussi cru avec les intellectuels noirs en Europe, dans lequel il trouve qu'il singeait énormément le blanc. Ça, c'est Mackay
qui est l'homme toujours sur le quai, comme la photo qu'on voit à Paris. C'est quelqu'un qui n'est pas capturable dans un mouvement. Même quand il est parti en Union soviétique, il revient, son livre n'a pas été assez accepté parce que le communiste était un peu dessus parce qu'il n'a pas dit de bonnes choses sur l'Union soviétique de l'époque, qu'il a critiqué en disant que non, ça, la démarche communiste, ça va finir mal. Et puis, c'est le deuxième roman, Marseille fait entrer les Noirs dans les romans. D'abord à New York, quand il a écrit son livre Home to Harlem, c'est que ce livre n'a pas été détesté même par l'intelligentsia noire. Dubois dit, c'est quoi ce livre qui raconte les choses que les Blancs veulent entendre sur les Noirs? Et puis Maguet répond que vous faites l'intelligentsia noire, ils sont enfermés dans leur maison, dans leur coquette maison, les fenêtres fermées, mais moi j'aime le soleil, il faut que les fenêtres soient ouvertes. Et ce livre, c'est le premier roman qui fait intégrer le noir dans les romans. Et le deuxième, il le fait ici à Marseille. Donc c'est ça l'intérêt aussi littéraire de ces livres. En dehors de Batoila, c'est Marseille, c'est Banjo qui intègre les Noirs de Marseille dans un livre qui a influencé énormément d'intellectuels, aussi bien africains comme américains. C'est vraiment un artiste libre. Il ne peut pas être capturé dans un mouvement. C'est pas possible. Il est un des pères fondateurs de la Renaissance noire de Harlem, qui est le plus grand mouvement, les premiers grands mouvements noirs de la culture noire dans le monde. Il dit certainement en politique, mais vous ne m'avez pas demandé pour quelle raison je préférerais être du parti du prolétariat plutôt que de celui des libéraux, démocrates ou conservateurs. Dites-le moi, dit son interlocuteur. Parce que je déteste la canaille du monde civilisé. Elle est laide, bête, incapable de réfléchir, dégradée, pleine de méchants préjugés que n'importe quel démagogue peut exploiter pour faire d'elle une foule déchaînée à n'importe quelle occasion. En tant que noir, j'ai toujours eu à me battre contre ces gens et je suis devenu un révolutionnaire parce que j'ai non seulement souffert à leur côté, mais parce que j'ai été leur victime, comme ceux de ma race. Mais si vous n'avez aucune foi dans le prolétariat, dit Grosby, que pouvez-vous attendre d'une politique du prolétariat? Je n'ai jamais mélangé la foi et la politique. J'aimerais que ces multitudes sans dignité puissent avoir une chance de jouir des privilèges de la vie, afin que des qualités puissent trouver leur place en elles. Je n'ai de passion pour aucune race de porc, mais je préfère voir des porcs bien nourris, dont l'auge est remplie, que ces porcs maigres au dos en lame de rasoir, qui fouillent partout du groin en quête de quelque nourriture. Voilà pourquoi je suis l'adversaire de tous ceux qui empêchent les porcs maigres de s'engraisser, bien que, une fois devenus gras, ils ne vaillent pas mieux que les porcs gras eux-mêmes. Si c'est là votre sentiment, vos protecteurs peuvent considérer que c'est leur devoir de protéger les perles contre les porcs maigres. Les perles sont des accidents naturels. On n'en trouve pas dans chaque huître, mais il peut y en avoir beaucoup parmi ces porcs maigres que les cochons gras piétinent sous prétexte de protéger les quelques perles qu'ils possèdent eux-mêmes. Il était d'une sincérité suicidaire, voilà. Mackay oscille beaucoup entre les deux. Entre l'instinct du noir libre qui joue, on retrouve aussi dans Back to Harlem, qui pense à vivre, à faire l'amour, à manger, à jouer de la musique. Et il y a toujours un intellectuel qui lui réfléchit beaucoup, pense. Et Mackay, c'est les deux.